Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Dans un instant, je vais vous parler de cette mystérieuse planète qui est en orbite de 28 jours autour du Soleil, mais commençons avec ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années avec les rivages. Alors, ce que nous voyons à l'instant, ça s'est passé il y a quelques jours, vidéo mise en ligne le 2 février 2020. Alors, c'est une plage qui descend lentement dans l'océan. Alors, c'est un effondrement de sol, évidemment. Alors, les régions côtières sur toute la planète sont menacées d'un effondrement de sol comme ça, à moyen ou à long terme. Alors, si vous voulez voir la vidéo au complet, j'ai mis le lien dans la description qui accompagne la vidéo. Que savent nos gouvernements au sujet des changements climatiques? Alors, j'ai trouvé un rapport du gouvernement du Canada, ça date de 2007, mais ça garde encore toute son actualité. Voici ce qu'on peut lire à la page 12. Alors, la colonne de droite. L'érosion côtière menace les bâtiments des infrastructures essentielles et des sites culturels sur toutes les côtes marines du Canada. Voir les chapitres 3, 4, 5 et 8. À la page 13, des impacts, ce qui était déjà constaté en 2007. Maintenant, à la page 43, les changements climatiques constatés et projetés à l'échec mondial. Très intéressant. Un peu plus loin dans le document, on nous présente 4 tableaux selon les 4 différentes régions du Canada, avec les hausses de température estimées et les changements de pluviosité. Alors, c'est vraiment intéressant et important de réaliser que le climat change. Et ce n'est pas fini, on a les prévisions jusqu'à 2080. Je vous présente un autre document du gouvernement du Canada, celui-ci date de 2016, et il est en anglais, mais c'est pas important, on va quand même comprendre l'essentiel. Donc, ce document va s'intéresser aux changements qui auront lieu sur la côte nord, la côte ouest, ainsi que la côte est du Canada. Ici, un court résumé. Donc, au cours des prochaines années, en 2100, la hausse des océans pourrait être de plusieurs dizaines de centimètres, peut-être même de 1 mètre. Alors, c'est ce qu'on nous dit dans la colonne de gauche. Et dans la colonne de droite, on dit que globalement, les océans augmentaient de 1,7 à 0,2 mm par année entre 1901 et 2010. Par contre, entre 1993 et 2010, on a constaté une hausse de 3,2 et 0,4 mm par année. Donc, l'augmentation se fait plus rapidement que par le passé. Et sur cette page, je m'intéresse surtout à la ville de Québec, la ville où je demeure. Donc, d'ici 2100, la hausse pourrait être de 40 à 60 cm. Et obligatoirement, ceci va changer l'aspect des rivages. Une autre page, si je lis ce qu'il y a dans la colonne de droite, les changements d'ordre climatique ont entraîné une réduction importante de la superficie et de l'épaisseur des glaces dans certaines régions de l'Arctique, le dégel et la déstabilisation du pergélisol, une augmentation de l'érosion des côtes et des modifications de la répartition et du comportement migratoire de la faune arctique. Ça a été constaté en 2004-2005. Et les projections de modèles climatiques semblent indiquer que cette évolution récente est appelée à se poursuivre. Je remets cette page-là juste pour montrer que l'augmentation, ce n'est pas une augmentation régulière, c'est une augmentation en augmentation constante. Donc, en résumé, les gouvernements au Canada sont parfaitement au courant des changements climatiques et des impacts que ça va avoir sur les côtes canadiennes. Et qu'en est-il des États-Unis? Alors, c'est une carte qui est très populaire sur Internet. C'est inspiré des écrits de Edgar Cayce. Bon, Edgar Cayce est très connu partout dans le monde pour ses diverses prédictions et prophéties. Et il faut que j'ouvre une parenthèse pour vous parler des prophéties et des prédictions. Tiens, je vais vous en faire une prédiction. Alors, mon équipe de hockey préférée va gagner samedi. Évidemment, ça n'a rien à voir avec une prophétie, c'est juste un pari que je peux faire. Alors, une vraie prophétie, c'est inspiré soit des textes religieux tirés du Coran, de la Bible ou autres sources d'information, c'est soit tiré de personnes reconnues comme saintes. Alors, on ne peut pas parler de Nostradamus, Edgar Cayce, des voyants, ceux qui pratiquent la divination, comme réalisant des prophéties. Ce ne sont que des prédictions. Bon, des prophéties et des prédictions, vous allez en trouver des centaines sur Internet. Bon, des prophéties, vous allez en trouver des centaines sur Internet. Et au sujet des changements terrestres, la Bible ajoute ceci. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place.
et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Alors ici, on parle des changements terrestres qui vont se produire dans un futur plus ou moins éloigné. Et attention, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des prophéties et qui tirent leur origine d'une source très fiable. Voyez-vous, nous, les humains, nous sommes très faillibles. Regardez ce qui est arrivé à Saint-Pierre. Mais Jésus, se retournant et regardant les disciples, réprimanda Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Plus loin, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Comment une telle chose est-elle possible? Comment un homme peut-il être à la fois inspiré par des mauvaises et des bonnes pensées? Comment faire la différence entre une information qui vient de l'extérieur, qui est est-ce que ça vient des anges ou est-ce que ça vient des démons? Alors même les apôtres ne faisaient pas la différence. Puis plus tard, on connaît la suite. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et un peu plus tard, Jésus a tenu sa promesse, il a envoyé le Saint-Esprit aux apôtres et à Saint-Pierre. Et à partir de ce moment-là, les apôtres pouvaient parfaitement faire la différence entre une bonne source d'information et une mauvaise source d'information. Faire la différence entre une information qui vient des anges ou une information qui vient des démons. Bon, revenons à cette carte-là. Peut-être que les prédictions de Edgar Cayce sont bonnes, peut-être qu'elles sont fausses. Nous ne le savons pas pour l'instant. Donc, en résumé, Edgar Cayce a mentionné qu'il y a des terres qui seraient submergées, qu'il y aurait des nouvelles terres qui surgiraient. Il a dit aussi que le fleuve Saint-Laurent s'écoulerait en majeure partie, non plus dans le fleuve Saint-Laurent, mais dans le Mississippi, et ça couperait les États-Unis en deux. Prédiction, prophétie, il a tort, il a raison, nous ne le savons pas précisément. Maintenant, on va s'intéresser à cette planète-là qui revient à tous les 28 jours. Alors, pendant plusieurs mois, je l'ai suivie. Elle passait avec un intervalle plutôt régulier, franchement. On ne l'a pas vu le 4 décembre 2019. On ne l'a pas vu non plus le 1er janvier 2020. Les satellites étaient soit en panne ou peu importe. Puis cette planète-là a été revue le 29 janvier. Alors avec une régularité surprenante, le cycle de 28 jours était justement respecté. Alors voici l'image en question, vidéo mise en ligne par Scott C1 de Planet X News. Et on voit l'objet en question, et ça date bel et bien du 29 janvier 2020. Une courte animation. Voici une courte animation que j'ai trouvée sur Internet. Alors, cette planète-là a une orbite de 28 jours, et ça pourrait ressembler à ceci. Et ce n'est pas tout, cette planète-là, elle a été revue le 5 février sur les satellites de la NASA. Bon, ici j'ai mis côte à côte l'image du 29 janvier et l'image du 5 février. Alors si on compare, il semble que ça soit le même objet qui a tout simplement avancé dans son orbite. Bon, donc Scott C1 a ajouté quelques vidéos. 27 février, on le voit d'un autre angle, d'un autre côté. 2 jours plus tard, 29 février, on revoit encore le même objet, cette fois-ci encore de l'autre côté. Donc, je résume un peu la situation, voilà ce qui se passe. Donc, si on suit le mouvement du curseur, le 11 septembre, on a vu l'objet, ensuite le 9 octobre, ensuite le 6 novembre, et ensuite pendant 2 mois, impossible de voir l'objet, les satellites étaient non disponibles. On a revu l'objet le 29 janvier, 27 février et 29 février. Bon, ici j'ai joué un peu avec les couleurs, donc on était supposé, si je vais de gauche à droite, les cases grises, c'est des dates plus anciennes. Ça a commencé les observations le 24 février 2019, 24 mars 2019, un cycle de 28 jours. 20 avril 2019, 27 jours. 18 mai 2019, 28 jours. 16 juin 2019, 28 jours. 31 juillet 2019, qu'est-ce qui s'est passé? On a un cycle et demi, tout simplement parce que la planète était non pas à la gauche, comme on le voit souvent, mais était à droite. Ensuite, une autre case bleue, le 13 août 2019, un demi-cycle de 28 jours, parce qu'on a vu la planète à nouveau du côté gauche, cette fois-ci.
Le 11 septembre 2019, alors la case bleue est complètement à gauche, un cycle de 29 jours. C'est pas tout à fait de 28, il faut l'admettre. Ensuite, 9 octobre 2019, 6 novembre 2019, des cycles précis de 28 jours. On était supposé les voir le 14, c'est-à-dire le 4 décembre 2019, 1er janvier 2020. Les cases sont en gris parce que les satellites n'étaient soit pas disponibles ou autre raison. On aurait vu cet objet-là le 29 janvier 2020, cycle précis de 28 jours. On l'a vu le 27 février 2020, un cycle pas précis de 28 jours, de 29. Les cases en orange, on aurait été supposé l'avoir pour avoir un cycle précis de 28 jours le 26 février 2020. On l'a vu le 27 à la place. Et on l'a revu 2 jours plus tard, le 27 février 2020. Résultat final, ben, je peux mettre mes cases en vert. Donc, je vais continuer à suivre la situation dans les prochains mois. Bon, au sujet de mes sources d'informations, je mentionne souvent Scott C1 de Planetix News, Suspicious Observers, Claudia Albers, etc. C'est toutes des sources d'informations intéressantes et fiables. Par contre, je ne suis jamais d'accord à 100% avec certaines de leurs affirmations. Et voici pourquoi. Planetix News nie l'existence de la Planète X, les écrits de Nancy Leader, etc. Suspicious Observers ne mentionne jamais la Planète X, donc il nie son existence, etc. Donc, je les garde dans la liste de mes sites préférés parce qu'ils donnent une excellente information. Par contre, de mon côté, je continue à prendre comme valide l'existence de Nibiru, et voici pourquoi. Bien sûr, il y a les informations données par Emmanuel Velikovsky dans ses livres Monde en collision et Les grands bouleversements terrestres qui démontrent qu'il y a eu des catastrophes naturelles très importantes il y a 3600 ans. Rappelons que Velikovsky a écrit le plus important de son œuvre au début des années 1950. Et la littérature moderne donne encore plus d'informations. Alors, voici un excellent article mis en ligne le 14 décembre 2019. Alors, on parle de cycle cométaire qui revient à tous les 3600 ans. Alors, vous pourrez mettre sur pause pour lire un peu le texte qu'il y a là-dedans. Donc, un court résumé, les cycles cométaires et les cycles volcaniques, ça fonctionne avec les cycles de 3600 ans. Donc, les géologues modernes sont capables de confirmer ce que les anciens avaient écrit il y a des milliers d'années. Dans les carottes, les sédiments, on trouve parfois des cendres volcaniques, parfois aussi des métaux rares qui proviennent des comètes. Bref, un excellent article. J'ai mis le lien si vous voulez le lire au complet dans la section description qui accompagne cette vidéo. Bon, regardons un peu qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis que j'ai fait ma dernière vidéo. Alors, allons-y. Bon, un article mis en ligne le 16 janvier 2020, alors des explosions magnétiques au seuil de la Terre. Semble-t-il que ça se produit assez régulièrement. Alors, on parle d'une très puissante explosion qui s'est produite le 20 décembre 2015. Et en ce qui concerne la puissance de l'explosion, on parle de 10 fois l'énergie de la plus grande bombe nucléaire américaine. Alors, c'est important. L'eau qui devient rouge-champ. Alors, un peu partout dans le monde, il y a des cours d'eau comme ça qui deviennent rouge-champ. Ça, c'est des images pas nécessairement récentes, ce qu'on voit à l'écran. Ce qui est récent, par contre, ça date de février 2020 et c'est en Antarctique. Alors, encore une fois, de la neige rouge cette fois-ci en surface qui est apparue. Alors, j'ai traduit une partie du texte parce que c'est trop amusant. Donc, je lis. Les proliférations de neige contribuent au changement climatique, a écrit le ministère sur Facebook. À raison de la couleur rouge-pourpre, la neige réfléchit moins le soleil et fond plus vite. En conséquence, elle produit des algues de plus en plus brillantes. De la neige rouge-champ a été observée à plusieurs reprises auparavant. Aristote a remarqué ce phénomène au 3e siècle avant Jésus-Christ, rapporte Lipscience. Et en 1818, le capitaine John Ross a trouvé de la neige rose lors de son expédition dans le passage du Nord-Ouest, bien qu'il ait d'abord pensé qu'il s'agissait de météorites fer-nickel. Bon, j'arrête de lire, c'est du gros n'importe quoi. Quand ils disent que les proliférations de neige contribuent au changement climatique, à tous les hivers, on reçoit 2 mètres de neige et cette neige-là fond. J'ai vu beaucoup de printemps dans ma vie, je suis rendu à 67 ans, j'ai jamais vu de neige rose ou rouge.
Reculons à une époque où je ne faisais pas de vidéos, je ne faisais qu'écrire dans mon blog à ce moment-là. J'ai déjà écrit plusieurs articles à ce sujet. J'ai écrit un autre article, dans la colonne de gauche. On se souvient qu'il y a un météore qui est tombé en Russie et ça s'était produit le 15 février 2013. Ensuite, j'ai écrit un article, colonne du milieu, Russie, le mystère de la neige couleur orange. Colonne de droite, donc le 15 février 2013, un météore tombait en Russie et ça faisait de nombreux dégâts et de nombreux blessés, on s'en souvient. 2 mars 2013, environ 2 semaines plus tard, donc, il y avait des glaçons rouges qui étaient apparus dans la région de la Russie. Écoutez, relation de cause à effet, c'est évident. Les glaçons rouges observés le 2 mars étaient le résultat du météore du 15 février 2013. Alors, relation de cause à effet, c'est évident. Et en post-scriptum, j'écrivais « Je ne prétends pas que lorsque l'eau devient rouge champ, c'est toujours à cause des météores. La cause peut être souvent les algues telles que mentionnées par les médias, mais par contre, lorsqu'un météore a été vu quelques jours auparavant, eh bien là, il y a lieu de se poser des questions. » Voyez-vous, comme le mentionne cet article, l'Antarctique s'est réchauffée, on a connu la journée la plus chaude de tous les temps, il n'y a pas si longtemps. Par contre, je pense que c'est insuffisant pour justifier de la neige rouge. Bon, au sujet des météores, il y en arrive de plus en plus souvent en direction de la Terre, donc 22 juillet 2019. En Inde, un météorite de 15 kg frappe dans un champ de village et fait un cratère d'une profondeur de 1,50 m. Environ 7 mois plus tard, 13 février 2020, un énorme météorite qui tombe en Inde, encore une fois, et qui crée un cratère de 20 pieds de profondeur, 6 mètres. Le meilleur site que j'ai trouvé pour suivre l'augmentation des météores et de boules de feu dans le ciel, alors ça s'appelle sott.net. Alors on descend un petit peu dans la page et c'est écrit feu dans le ciel. Et les nouvelles activités de météores sont là. Bon, j'ai appelé le titre de cette vidéo-là « Les plus belles plages au monde vont disparaître ». Alors voici un article du Los Angeles Times, Californie contre la mer. Voici quelques extraits. La côte californienne a grandi et a prospéré au cours d'un moment remarquable de l'histoire où la mer était à son apogée. Mais le puissant Pacifique, à l'insu de tous, s'approchait dans ces dernières années d'un cycle calme mais inhabituel, qui avait endormi les colons rêveurs dans un faux sentiment d'un été sans fin. Ailleurs, Miami se noie, la Louisiane rétrécit, les plages de la Caroline du Nord disparaissent comme dans un laps de temps sans fin. Donc, ils admettent que les côtes aux États-Unis changent. Encore une fois, c'est un article intéressant. J'ai mis le lien dans la section de description qui accompagne la vidéo. Et aux nouvelles, on nous montre un peu ce qui se passe dans la côte ouest des États-Unis. Alors, des vidéos comme ça, il y en a beaucoup sur Internet. Ça concerne l'ouest des États-Unis, bien sûr. Ça concerne aussi le Royaume-Uni, ainsi que d'autres endroits. Bon, évidemment, le changement de climat, le changement de pluviosité, c'est tous des facteurs qui contribuent à augmenter le niveau des océans, la fonte des glaciers. Alors, des vidéos comme ça, il y en a tellement sur Internet. On ne peut pas nier les changements climatiques. On ne peut pas nier non plus le changement des côtes, les courants océaniques, souvent qui changent de direction. On parle aussi du courant jet, le jet stream, qui change de direction, qui fait n'importe quoi actuellement. Alors tout ceci contribue à modifier le climat, modifier la façon dont les océans se comportent, augmenter la fréquence des tempêtes ainsi que leur puissance. Donc les vagues frappent plus durement les littorales. Et ça cause des dégâts franchement importants un peu partout dans le monde, de plus en plus. Bon, c'est une situation qui est à suivre dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors, je vais arrêter ici. Des vidéos comme ça, vous allez en trouver des dizaines sur Internet. Pour terminer, pourquoi pas 2 messages qui viennent de l'Apocalypse. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Encore là, relation de cause à effet, un énorme météore tombe et la poussière d'oxyde de fer teint la mer rouge sang.
Un petit dernier extrait tiré de l'Apocalypse. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Pourquoi je mentionne ces deux textes-là? Parce que c'est pas des prédictions, c'est des prophéties. Donc ça va certainement se produire. À quelle époque? Moi, personnellement, je pense la période entre 2025 et 2035. Et là-dessus, je peux facilement me tromper. Personne ne connaît la date d'avance. Bon, alors voilà, c'est pas mal toute l'information que je voulais donner. Comme la plupart des YouTubers, comme la plupart des forumers, comme la plupart des sources d'informations, comme CNN, Washington Post, New York Times, tout le monde peut faire des erreurs. J'essaye le plus possible de minimiser les erreurs. C'est pour ça que prenez le contenu de mes vidéos comme étant mon opinion personnelle. Ensuite, faites un minimum de recherche et essayez de voir si ça a de l'allure. Maintenant, avant de mettre ma vidéo en ligne, je m'aperçois que Freedom News Network vient de mettre en ligne une vidéo en date du 6 mars 2020, alors c'est très pertinent. Voilà de quoi il s'agit. Donc, il y a une coulée d'eau rouge sang qui sort du glacier Taylor. Bon, pour bien nous situer géographiquement, on voit ici la localisation du glacier Taylor. Il ne reste plus qu'à trouver le cratère d'impact. Bon, le voici, c'est un cratère qui s'appelle le cratère de la Terre de Wilkes. Bon, si on met les images ensemble, on voit que le cratère et le glacier ne sont vraiment pas très loin. Et j'ai trouvé un article, ça s'appelle, attendez que je lise comme faux, Antarctic Journal of the United States, volume 8. Alors, on mentionne qu'il y a eu des catastrophes terribles à l'époque du Paléocène et du Éocène, ça fait des millions d'années. Et bien sûr, il y a beaucoup de cendres volcaniques dans cette région-là, sous la glace évidemment. Et le plus intéressant, c'est peut-être ce vieil article-là, juin 2006. Alors, j'ai fait une traduction en français. Donc, Big Bang en Antarctique, un cratère tueur trouvé sous la glace. Ça vient de l'université État de l'Ohio, où les scientifiques planétaires ont trouvé des preuves d'un impact de météore beaucoup plus important et antérieur à celui qui a tué les dinosaures. Un impact qui, selon eux, a provoqué la plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre. Le cratère de 300 000 de large est caché à plus de 1000 sous la calotte glaciaire de l'Antarctique orientale, et les mesures de gravité révèlent son existence qui pourrait remonter à environ 250 millions d'années. Alors, ça veut dire que c'est beaucoup plus ancien et plus puissant que le météore qui a tué les dinosaures il y a 65 millions d'années. Et bien sûr, on ne peut pas évaluer la quantité d'oxyde de fer qu'il y a là-dedans. Bonjour à tous, alors deux petits mots avant de finir ma vidéo. Je voulais vous expliquer pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos ces temps-ci. Alors, tout simplement, on a eu un décès il n'y a pas longtemps dans notre famille. Quelqu'un qui était trop jeune, puis quelqu'un qui est mort d'une courte maladie. Bon, c'est des choses qui arrivent, on va passer au travers. Ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'énergie, mais on va passer au travers. Aussi, vous êtes plusieurs à m'envoyer des photos et des vidéos. Il n'y a rien qui se perd, rassurez-vous, je garde tout ça sur mon disque dur. Je vous remercie pour le matériel que vous m'envoyez, puis ça va servir dans les prochains jours. Dans la vidéo, je parle un peu de la Bible et du Coran aussi. Je parle de la Bible et du Coran parce que je considère que c'est deux sources d'informations très fiables. Alors, si vous commencez à lire la Bible, je vous le suggère, mais ne faites pas la même erreur que j'ai faite. Ne commencez pas par l'Ancien Testament. Commencez par les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Après ça, il y a des lettres, il y a des épîtres, il y a l'Apocalypse. Alors, je pense vraiment qu'il faut commencer par là. Puis après, si le cœur vous en dit, ben retournez au début, commencez par lire l'Ancien Testament, ça commence par la Genèse, etc., en remontant. Je pense que c'est le meilleur moyen de lire la Bible. À partir des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tout ce qui suit après, les lettres, les épîtres, l'Apocalypse, etc., c'est fiable à 100% parce que les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit à ce moment-là, alors ils étaient infaillibles. Et en ce qui concerne le Coran, ben, c'est un livre que j'ai lu aussi comme la Bible. J'avais même pas 20 ans, puis j'avais lu ces deux livres-là. Et que voulez-vous, je suis un éternel curieux. Donc, le meilleur moyen de lire le Coran, c'est comme un livre, du début à la fin. Vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est le meilleur moyen de lire le Coran. C'est un livre aussi violent que l'Ancien Testament.
Alors, ne vous surprenez pas s'il y a beaucoup de violence là-dedans, mais par contre, il y a des prophéties intéressantes là-dedans aussi. Puis le Coran conseille aux gens comment vivre, comment se comporter les uns avant les autres, les uns avec les autres. Alors, c'est deux livres vraiment très intéressants, la Bible et le Coran. Certains me reprocheront peut-être que mes vidéos sont décourageantes. Semble-t-il, d'après tout ce que je mets sur Internet, les prophéties, puis semble-t-il que personne ne va échapper à la planète X, tout le monde va mourir, pour soit brûlé par le feu ou quoi que ce soit. C'est une erreur parce que justement la Bible et le Coran nous enseignent comment nous en tirer. Puis je pense que c'est le seul moyen de nous en tirer aussi, on ne pourra pas réussir par nous-mêmes à s'en sortir. La Bible est très claire là-dessus, il y en a qui vont survivre à ça. Alors c'est tout, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et si vous trouvez ça d'intérêt, n'hésitez pas à la partager. Alors c'est moi Ben Garneau et je vous souhaite merci et à la prochaine.